puisque donc l'enregistrement est lancé, donc puisqu'il est auprès de Monsieur André Soulier et qu'il va animer cette discussion sur les mille et une vies de ce personnage, j'ai envie de dire, qui a marqué plus de 50 ans de la vie politique à la fois française et internationale. Donc, on va être sous la forme plutôt d'un échange et d'une discussion. Donc, pour une fois, je ne serai pas trop bavarde et c'est à Bertrand d'être bavard. Je vous laisse la parole et merci, Monsieur Soulier, d'avoir accepté notre invitation. Ouais, je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup aussi de ta confiance, Anne-Marie. Et puis merci surtout à André d'avoir accepté cette invitation. André, en plus, qui nous fait cet honneur ce jour précis. Et je te jure, André, que c'était un hasard complet de te proposer la date du 18 octobre, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, André. Et on Anniversaire. aurait pas dire son âge, mais au vu des décennies et des personnages qu'il a rencontrés et qu'il rencontre encore, eh bien, vous pourrez le deviner aisément. En tout cas, encore un grand merci de cet accueil et merci surtout de l'intérêt que tu portes à la fonction consulaire, puisque nous sommes nombreux à être connectés ici, qui sommes consuls honoraires un peu partout en France. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'entendre tes expériences à l'international, les personnages qui t'ont frappé particulièrement, des personnages qui ont frappé aussi à la grande porte de l'histoire, des choses qu'on ne peut pas lire et qu'on ne pourrait pas entendre autrement qu'en les entendant de sortir de ta bouche. C'est ça en fait qui nous intéresse le plus. Donc on va avoir cette discussion un petit peu au point du feu pendant à peu près une trentaine de minutes, à l'issue de laquelle on aura, je pense, beaucoup de questions et également un témoignage de la part de Roger Forneris, que tu as bien connu sur une partie on va dire, en plus une zone qui, moi, m'est particulièrement chère, des Balkans. Voilà. André, pour commencer, tu es avocat, tu es même doyen du barreau de Lyon. Un peu presque du barreau français Du bientôt. barreau français bientôt. Tu as été, alors je ne vais pas citer tous tes mandats et toutes tes fonctions, mais les plus importants pour nous, en tout cas, ça a été l'adjoint au rayonnement international. Je crois que c'était ça, la délégation de la ville de Lyon, qui t'a permis en particulier de coordonner l'organisation du sommet du G7 à Lyon en 1996 avec Bill Clinton, Boris Yeltsin, Jacques Chirac, et puis Jean-Michel Jarre que tu as connu enfant. Et ton mandat également de député européen, qui t'a permis également de présider la Commission des droits de l'homme, et à ce titre de voyager, de rencontrer, d'aller sur des terrains assez difficiles, de rencontrer des événements de la grande histoire également qui ont marqué et qui marquent encore notre actualité. On ne pouvait pas imaginer d'ailleurs que entre le moment où nous t'avons proposé cette invitation et aujourd'hui, bah, que l'histoire que toi tu as très bien connue à son contact nous a rattrapés. Donc c'est ce regard également qu'on aimerait avoir de toi ce soir pour les personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui nous regarderont en replay à partir de demain matin. Il n'y a qu'un seul homme politique que je n'ai pas rencontré personnellement depuis pratiquement ma naissance, j'allais dire, c'est le général de Gaulle. Mais j'étais, c'était le général de Gaulle. Oui, mais c'est étonnant. Mais c'était étonnant. Si Pierre Mendès France avait répondu à la proposition que le général lui avait faite de venir le rencontrer à la Lanterne en 1958, lorsqu'il est arrivé, j'aurais connu le général de Gaulle. Mais il se trouve que quelqu'un l'a dissuadé d'aller trop vite, de tempérer un petit peu, etc. Et j'ai mis 20 ans pour savoir de qui il s'agissait. C'est François Mitterrand qui lui avait dit ne vous pressez pas. Et puis ensuite, j'ai connu tout le personnel politique de la quatrième République, bien entendu, et le président Giscard d'Estaing, que j'ai connu au Parlement européen, et également d'autres hommes très importants, Jacques Chirac, avec lequel j'ai négocié avec Gaston Defferre la nouvelle loi sur les
conseils municipaux de Bordeaux, Lyon, bref, de toutes les grandes villes de France, à l'exception de Marseille, où Gaston se refusait absolument à appliquer la loi qu'il proposait et a obtenu du Parlement. Et donc, j'ai vécu tout ce monde-là et ce temps-là, ajoutant, et j'en finirai là, le fait que euh, l'Algérie, c'est une terre que j'aime. Je me suis occupé de l'Algérie quand j'étais au Parlement européen, mais c'était mes souvenirs de l'époque quand j'ai été mobilisé en 1957. Et puis, tout ce qui s'est passé et qui aujourd'hui m'émeut euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, etc., on en parlera. Avec Voilà. plaisir. Alors, effectivement, André, tu as sorti en 2021 ton autobiographie qui s'appelle Les Mille et une vies, qui est d'ailleurs l'intitulé de la conférence, donc au Cherche Midi, avec une préface de l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, qui ne représente qu'une infime partie de ton, 25% de ma vie. voilà, 25% de ta vie, mais illustré également, je me permets de montrer à la caméra quelques images qui viennent de tes archives, qui font que cet ouvrage, c'est plus qu'une autobiographie, c'est vraiment un pan d'histoire complet avec des documents extrêmement rares et qui peuvent concerner effectivement notre belle ville de Lyon et notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, mais tu n'es pas lyonnocentré dans tes propos. Tu parles notamment, je rebondis sur ton mandat de député européen et notamment le fait que tu as présidé la commission des droits de l'homme. Et c'est ça, justement, c'est ce mandat précis qui t'a permis, j'ai envie de dire malheureusement, d'arpenter les territoires les plus sans douleur, notamment dans les années 90, à l'époque des Balkans, territoire qui m'est particulièrement cher, comme tu peux l'imaginer. Tu as cité également ta rencontre, tu m'avais parlé, et j'aimerais que tu nous en parles, ta rencontre avec Bachar el-Assad en 2000, je crois. Qu'est-ce que tu Alors, retiens en fait ça, de c'est ça? le premier homme politique d'importance qui a rencontré Bachar el-Assad, c'était en 2000 à Damas, Raymond Barre. Et Raymond Barre, avec sa voix inimitable, disait: Je n'ai avec moi que mon ministre des Affaires étrangères, Monsieur Soulier. Bon, je cesse d'imiter Raymond Barre et mal, et nous sommes allés à Damas et j'ai vu cet homme qui parlait parfaitement anglais, parce qu'il était plutôt plus anglais que syrien, et Syrie n'était pas ce qu'elle est devenue ensuite. Nous avons beaucoup parlé. J'ai un souvenir absolument criant, c'est celui d'Alep, qui aujourd'hui est totalement détruite ou à peu près, et que les Français ne peuvent pas oublier, aurait dit le général de Gaulle. Et à partir de là, nous avons passé 3 ou 4 jours en Syrie avec Raymond Barre dans des conditions exceptionnelles. Je me souviens même du nom de l'ambassadeur qui s'appelait Charles-Marie, Charles-Henri d'Aragon, Charles-Marie On arrive à raison. d'Aragon, qui était un excellent ambassadeur et avec lequel nous avons beaucoup disserté sur l'avenir de ce Proche et Moyen-Orient. C'est évident que j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Mais je connais aussi l'Extrême-Orient et notamment le Japon et la Chine, où j'ai beaucoup voyagé. Bref, je suis à votre disposition pour répondre aux questions, même les plus indiscrètes, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas de mandat qui m'interdise de dire quoi que ce soit. Bien sûr, même s'il y a des souvenirs qui doivent rester Très lourd. absolument très lourds et qui doivent te rester personnels. Moi, j'en ai dans ton livre, tu parles notamment d'un des souvenirs les plus forts et les plus émouvants quand tu es allé en Algérie, justement, au mois de février 98, le lendemain du Ramadan. J'ai un regret immense. Je n'en ai jamais fait part de cette façon. À l'époque, dans cette délégation, je vais citer 2 personnes en particulier: Hélène Carrère d'Ancos, qui vient de mourir, et Danny Cohn-Bendit. Et puis d'autres qui étaient de l'espagnol, de tchèque, etc. Et je défendais depuis un certain temps déjà dans les commissions au Parlement européen la nécessité qu'une vaste enquête sur les réseaux islamistes en Europe
l'Angleterre, naturellement, et l'Allemagne, dont on reparlera lors de l'affaire des Twin Towers. J'avais demandé, et je l'ai répété au gouvernement algérien, et c'était très exactement un peu moins de 3 ans avant la tragédie des sœurs jumelles, des tours jumelles de New York. Et je l'ai encore dans ma conscience. Je me dis, tu n'as pas fait assez. Car si on avait déclenché cette enquête en Grande-Bretagne, en France, peut-être aurait-on mis la main sur ceux qui ont monté cette opération suicidaire pour la démocratie à l'époque. En tout cas, c'est ainsi que le voulaient les auteurs, c'est-à-dire les 2 tours jumelles de Manhattan. Voilà. Donc, j'exhale un regret là. On peut voir aussi les choses extrêmement positives. Je voudrais que tu reviennes sur l'organisation du sommet du G7 en 1996. Moi, c'est l'année en plus où je suis arrivé à Lyon de ma Bourgogne natale. Et je me rappelle très précisément que la ville bruissait encore d'avoir été mise sous les projecteurs, d'avoir eu donc les chefs d'État les plus puissants du monde qui ont séjourné dans notre ville. Il y a une partie, ce qui m'avait marqué également, c'était le fait que la fête était, les habitants faisaient partie également de la fête avec des spectacles qui leur étaient ouverts presque au même titre que les chefs d'État. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Est-ce que c'était plus la préparation ou plus la réalisation en fait de cet événement qui t'a marqué? C'était le fait de voir les chefs d'État de la planète, les plus grands, les plus importants, à part Yeltsin, qui avait, paraît-il, un peu trop bu et qui avait glissé et s'était cassé un bras. Et donc, c'est Tchernomyrdin, sauf ma part, erreur de ma part à l'époque, qui était venu, Ouais. je crois, à sa place. Bref, mais il y avait Bill Clinton qui nous avait demandé, en visitant l'hôtel de ville de Lyon, où ne se tenait pas la rencontre, puisque c'était ici, dans la cité internationale d'où je parle, qui nous avait demandé à Raymond Barre et à moi-même combien coûterait le transfert de l'hôtel de ville de Lyon qui a été achevé par Mansart pour l'emmener dans l'Alabama. Ça, c'était vraiment une question de... Non, mais il le disait en riant. Et Barr avait dit nous ne sommes pas vendeurs, demandez à Soulier. Et c'est donc, ça a été extraordinaire. Helmut Kohl, c'était une époque étonnante et c'était un intermédiaire. Gorbatchev, avec lequel j'ai travaillé, parfois en lui donnant des coups de main sur la Green Cross. Gorbatchev avait changé le visage de l'Union soviétique et c'est évident qu'à partir de ce moment-là, nous avions une réunion absolument étonnante à Lyon. Lui-même n'était plus là, il n'était plus au pouvoir. Il avait été chassé, si j'ose dire, par Yeltsin. Donc, ce fut un grand moment de très beaux échanges. À quoi cela pouvait-il mener? Sans doute au fait que ceux qui étaient autour de la table, plusieurs d'entre eux étaient des détenteurs de la bombe atomique. Et comme j'ai aussi travaillé comme avocat pour Framatome, pour EDF, et que j'ai visité les grandes centrales nucléaires du monde, aussi bien en Europe qu'en Chine, par exemple, euh, c'était une préoccupation dominante dans ma pensée. Voilà pourquoi je n'ai pas fait une carrière ministérielle et que j'avais refusé à François Mitterrand. C'est une des questions que je vais te poser justement. C'est simple. Et, oui, du temps de François Mitterrand, c'était entendable, mais avant ou après? Non, mais c'est-à-dire que François Mitterrand me considérait, et d'ailleurs je reste très très ami avec la famille, et notamment son fils Gilbert, qui a été plusieurs fois député et qui était maire de Libourne. François Mitterrand voulait absolument inclure les communistes dans les affaires municipales à Lyon dès le premier tour des élections, je disais au second tour.
Et il m'avait répondu non, non, non. Et je sais maintenant, je le dis, que c'était sous la pression d'un de ses amis qu'il a accompagné presque jusqu'au bout, mais qui ensuite s'est suicidé, et dont je ne pense pas qu'il a été un résistant en 41, 42, 43. Voilà, point. Mais je me suis en train de soulager ma conscience et je suis parti. Euh, mais Gaston Defferre, que fera-t-il? Ben, Gaston prendra les communistes au premier tour. Gaston a fait ce qu'il avait à faire lui-même. Personne ne régnait à Marseille à part lui. Voilà, mais tout ça, c'est un incident mineur. Ça n'a rien à voir avec le comportement des uns et des autres et le visage du monde à cette époque, quoi. Euh, je voudrais dire quand même, je ne l'ai jamais dit, j'avais posé à ma mère, quand je suis né au mois d'octobre 1933, si j'étais arrivé à terme. Et maman m'avait répondu, oui, mon chéri, tu es venu à 9 mois pile. Et j'avais fait mon petit compte en arrière, j'ai jamais osé en parler à mon père. Je pense que j'ai été conçu la nuit où Hindenburg a appelé Adolphe à à la chancellerie du Reich. Je, je ne m'en suis pas encore remis. Et je n'ai pas demandé ni à papa ni à maman, ça aurait été mal élevé. Comme disait John Ford, entre l'histoire et la légende, Excusez-moi. choisissez la légende. Au fond, la vie publique, c'est aussi ça. Ce sont ces choses impromptues qu'il faut un jour, comme on perce un furon, raconter aux autres. C'est ça. Euh, J'aimerais aussi que tu nous parles de, parce qu'il y a un pays manifestement qui t'a fait cher et qui t'a marqué, et inversement, c'est la Pologne. Avec ta rencontre avec Sa Sainteté le pape Jean-Paul II quand il a visité, quand il est venu à Lyon. Il est venu à Marseille il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que chez nous, ça nous a fait écho justement à la visite de Jean-Paul II. Pardon, son successeur François est venu à Marseille, ce qui a eu pour, en tout cas chez moi, à réveiller ses souvenirs. On peut voir la papomobile d'ailleurs exposée au musée de Rochetaillé. Et tu as également, 2 ans plus tard, conseillé Lech Walesa. Alors, tout ça je suis un personnage un peu particulier pour ce qui concerne mes propres amis, car je suis à la fois catholique et j'appartiens aussi à une association très connue dans le monde, c'est le Grand Orient de France. Et ça n'est pas un secret, désormais, moi je l'ai dit, et Rome le sait, alors que je plaide de temps en temps pour des catholiques, enfin des évêques ou des archevêques. Euh, Savez-vous que lorsque Philippe Barbarin, c'est une petite anecdote, a été condamné en première instance, et avec l'honnêteté qui caractérise Philippe, il est allé voir le Saint-Père et il m'a dit, je vais remettre ma démission. Et je lui ai dit, vous avez tort. Il avait d'autant plus tort que je ne lui avais pas confessé, si j'ose dire, que la veille, j'étais allé faire appel de la condamnation inepte en première instance et que nous plaiderions devant la cour où il a d'ailleurs été relaxé, puis tout ça a été fini. Entre-temps, j'ai fait passer en espagnol une consultation de 6 pages sans prévenir quiconque, mais grâce à quelqu'un qui est un de mes amis à Rome, en espagnol sur la présomption d'innocence. Et lorsque Barbarin est arrivé devant le pape François, le Marseillais, il, le pape lui a dit, je refuse ta démission, est-ce que tu sais ce que c'est que la présomption d'innocence, avec l'accent un peu espagnol? Et Philippe Barbarin n'a pas répondu dit, par la négative, il a dit, bien sûr que je sais. Eh bien, tu attendras. Il est relaxé par la cour d'appel et il va à Rome et il remet à nouveau sa démission. Et là, le pape l'accepte. Et savez-vous comment le pape termine euh, sa, sa rencontre? Il lui dit, ah, au fait, comment il va ton avocat? Maître Sapato. Et il me dit, soulier en espagnol. Et, et le pape François ne m'appelle pas Maître Soulier, il m'appelle Maître Sapato. Voilà, ça fait partie des choses que l'on vit dans la vie publique et qu'il éclaire d'ailleurs d'une façon étonnante. Voilà. Alors bien entendu, tout ça, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Proche ou le Moyen-Orient, je me suis occupé de tout cela. On parlera peut-être tout à l'heure du Kosovo, Oui.
à la fin. qui souffre aujourd'hui, puisque les Serbes ont décidé d'en reprendre le contrôle. J'espère qu'ils n'y parviendront pas. J'ai été ami d'Ibrahim Rugova, auquel j'ai eu l'honneur de remettre le prix Sakharov au nom des Européens et du Parlement européen. Et d'ailleurs, il y a une photographie qui l'illustre. Et donc, j'ai eu le bonheur, et c'est ceci qui, dans une petite vie publique, vous tire les larmes des yeux. Un jour, un élu m'a téléphoné en me disant, je viens du Kosovo, j'ai quelque chose pour toi, une petite boîte qui était une boîte où on mettait les films avant les perfectionnements d'aujourd'hui qui nous permettent de photographier avec nos téléphones. Et il m'a dit, voilà, c'est Ibrahim Rugova, le président Rugova, qui m'a remis ça pour toi. Et dedans, je ne sais pas où je l'ai mis, et j'en suis très malheureux. Il faudrait que je recherche. Il y avait du cristal, il y avait de la terre, etc. C'était de la terre du Kosovo. Il m'a dit, si un jour tu veux dormir quelque part chez toi, tu aussi viens. Tu viens non seulement dans le Beaujolais, mais tu viens aussi à Pristina. Voilà. Et ça fait partie de ces choses qui vous engagent et vous obligent à vous battre plutôt que de rester au lit. C'est vrai que comme tu as eu plusieurs vies parallèles, et que tu en as encore, est-ce que ta vie publique, on va dire de politique au sens large du terme, et ta vie de défenseur en tant qu'avocat, est-ce que ce sont toujours entremêlés ou est-ce que selon toi, ça a toujours été deux trajectoires un petit peu parallèles qui pouvaient s'embrasser à certains moments? Non, non, non. D'abord, je n'accepte pas n'importe quoi. Je n'ai pas plaidé pour n'importe qui. Je ne le fais que si j'y crois. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un mot sur Lech Walesa, Oui, on parlait et j'ai été l'avocat de Lech Walesa, mais au moment où il y avait le rideau de fer et où j'allais en Pologne par divers canaux et où la police politique aurait aimé m'arrêter. Le seul problème pour la police politique, c'est que jamais les communistes ne pénétraient dans une église pour euh, y arrêter qui que ce soit. Et comme nous nous voyons à Sainte-Sophie avec Lèche, c'était évident qu'ils ne pouvaient pas m'attraper. Après, c'était à moi de ne pas commettre de faute. évidemment. C'était sur une problématique de droit d'auteur Oui, oui, que tu avais et oui, consulté. et puis ensuite, bah, petit à petit, on a parlé de politique et de la façon dont les choses évoluaient. Mhm. Je partageais naturellement ce que me disait Lèche, mais qui était un peu rude de temps en temps, ce qui fait que j'étais obligé de le calmer. C'est pour ça que j'en ai des quelques kilos de chocolat Voilà. de chez Bernachon à Lyon. C'était très, très bon pour les enfants. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ta relation avec Raymond Barre, Ah, puisque c'était quand même un mandat un peu charnière entre Michel Noir et Gérard Collomb. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le sommet du G7, qui a été vraiment le point d'orgue du rayonnement international. Quelles sont les rencontres que tu as effectuées dans le cadre de ton mandat? Alors, il y a eu des missions qui t'ont emmené à l'étranger, mais il y a également peut-être des personnalités que tu as accueillies personnellement à l'hôtel de ville. Quelles sont celles, si tu veux en retenir deux ou trois maximum, quelles sont celles qui qui t'ont le plus marqué et que tu sais partager avec nous? alors, ce ne sont pas toujours des chefs d'État, encore qu'il y en a de plus en plus. Je veux dire, celle qui m'a frappé, c'est le président du Parlement indien Ah oui. qui vient et qui visite l'hôtel de ville. Et j'avais découvert quelque temps avant, euh, avec mon épouse, sur la place Satonnet à Lyon, il y a une rue qui est la rue Pierre-Poivre. Et la rue Pierre Poivre, c'est cet homme incroyable qui, avec un bras arraché par un boulet anglais, qui connaissait, et d'ailleurs qui a une statue à l'île Maurice, mais qui connaissait bien l'Extrême-Orient et qui connaissait bien les Indes et qui commerçait, qui a épousé une fille de
de Bourg-en-Bresse. Et je raconte cette histoire au président indien et aux parlementaires indiens qui l'accompagnaient. Et je lui dis, savez-vous que cet homme euh, qui a fait Poivre d'Arvor euh, a eu une femme, puis ensuite il décède, et elle est partie aux États-Unis, elle a épousé quelqu'un qui venait de Nemours. Et ça s'est terminé avec Dupont de Nemours, vous voyez à peu près. C'est une histoire incroyable. Et je vois encore le président du Parlement indien qui dit, je ne savais pas que vous alliez me faire rire, mais je vais la raconter quand je rentrerai à New Delhi. Voilà. C'est des occasions comme ça que vous avez, à la condition de connaître votre histoire, de savoir que euh, Lyon était la capitale des Gaules. Euh, donc, nous avons le passé romain, mais le passé mérovingien, mais tout. On a cette Caput Galliarum, la tête des Gaules, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les chefs d'État sont contents de venir à Lyon, à la condition qu'on leur raconte. D'autres chefs d'État, ben, j'ai vu Helmut Kohl et le président à l'époque de la Commission européenne, euh, je les ai vus se tenir l'un et l'autre parce que le dîner à l'hôtel de ville était tellement bon qu'ils étaient dans un état, il n'aurait pas fallu leur faire euh, un prélèvement parce que je pense qu'ils étaient largement au-dessus de 1 degré. Donc, mais on les a reçus comme ça, gens que j'ai reçus, moi-même, beaucoup de gens, les énumérer serait fastidieux et insupportable. Bien sûr, mais Mais voilà. c'est une grande ville. Et, Alors Raymond Barre. voilà. Alors Raymond Barre est inimitable et contrairement à ce qu'on dit, avec ses collaborateurs, il était étonnant. Moi, je n'étais pas un collaborateur, j'étais un élu. J'ai voyagé dans le monde entier avec lui. Euh, et nous passions des moments exceptionnels avec lui. Je passais des moments exceptionnels avec lui, à la fois pour les rencontres, pour sa maîtrise des conversations, pour l'amplitude de ses compétences. C'était étonnant. Et c'est un homme d'une... Et en même temps, il ne laissait jamais tomber un collaborateur. Moi, j'en ai parlé souvent avec une de ses collaboratrices aimée, très proche, Yvette Nicolas, une femme tout à fait exceptionnelle. Et je dois dire que quand vous avez connu Mendès France, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Chirac, les uns et les autres, les grands-mères comme Defer et les autres, euh, et moi, je ne mets pas Barre à part. C'est un homme immense d'une solidarité pour ses collaborateurs exceptionnelle. Voilà. Et, et l'affaire de l'argent en Suisse, c'était pas lui. Peut-être que c'était des membres de sa famille. Je n'en dirai pas davantage. Je voudrais te poser deux questions avant de prendre les questions de nos participants. La première, ça concerne la famille Mérieux, Ah, euh, que tu as connu très bien, que tu as très bien connu, que tu connais très bien, à qui nous devons effectivement une grande notoriété, et notamment, tu parlais d'Extrême-Orient et des relations très fortes qui unissent avec la Chine. avec la Chine également. Euh, qu'est-ce que, quelle est l'anecdote qui aujourd'hui tu souhaiterais partager avec nous, qui t'a le plus marqué dans cette relation avec la famille Mérieux? Je précise que Charles Mérieux a été consul honoraire d'Autriche. Et c'était une époque où on pouvait être capitaine d'industrie, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais la fonction consulaire était marquée également par des personnalités, par des capitaines d'industrie qui devenaient consuls honoraires. Donc c'est pour ça que je te pose la question de savoir si tu as une anecdote particulière à partager avec nous sur cette grande famille d'industriels qui ont aussi révolutionné l'approche pharmaceutique, y compris avec leur entreprise, mais aussi leur fondation. Je vais dire deux choses simplement parce que je ne peux pas, sur le plan professionnel, puisque j'ai beaucoup travaillé avec eux, y compris pour les laboratoires, dans des moments difficiles. Euh, mais je ne résiste toujours pas à compter
le premier appel téléphonique, il est 7 heures du matin. J'ai 29 ans. Je suis un jeune avocat encore inconnu. Mon père est chauffeur de taxi. Je n'appartiens pas aux dynasties industrielles de cette ville. Et le téléphone sonne et j'entends un monsieur qui me dit vous êtes réveillé à cette heure-ci? Je dis oui, monsieur, je suis réveillé, mais qui êtes-vous? Il dit je suis monsieur Mérieux. Je dis tiens, c'est drôle. Je dis ma première bêtise du matin. C'est drôle, vous portez le même nom que Charles Mérieux, le docteur. Il me dit écoutez, c'est d'autant plus drôle que c'est moi. Je dis, mais pourquoi, monsieur, vous m'appelez? Ah ben, c'est la seconde question. Je suis en train de me poser un problème si je pouvais poursuivre la conversation avec vous. Et il me dit, souhaitez-vous travailler, accepteriez-vous de travailler avec nous? Et là a commencé une histoire. J'ai vécu tous les bonheurs des Mérieux, mondialement, ou par écho, ou directement. J'ai connu toutes les souffrances épouvantables, j'en ai presque les larmes aux yeux en vous parlant, c'est-à-dire ce fils enlevé, puis ensuite celui qui veut rentrer plus tôt parce qu'il veut faire une surprise à sa maman 24 heures plus tôt, il change de compagnie et l'avion se noie dans le New Jersey, explose. Et donc, c'est un jour, Alain, qui est un très grand monsieur, a dit André, non, non, c'est pas un avocat, c'est pas quelqu'un que nous connaissons. Il est, ou sinon, c'est sa femme, Madame Mérieux, qui est une fille berlier, les camions. Elle a dit André, c'est pas quelqu'un des. Non, non, il est de la famille. Et voilà, c'est comme. Cette ville, c'est ça. Cette ville, c'est ce mélange de gens immenses, mondialement connus et qui servent. Qu'ils soient riches ou pas, je m'en moque littéralement. Simplement, ils sont capables, nous sommes capables de nouer des relations que nos origines n'appelaient pas à se croiser. Eh bien, nous sommes en famille. Voilà. Excusez-moi, je ne peux pas en dire davantage parce que c'est ça. Alors, pour repartir sur quelque chose de plus léger, alors quoique, je sais qu'il y a des amateurs de football statistiquement, et je vois qu'on parle un petit peu de tes amis, de tes années justement à la commission nationale de discipline, mais peut-être aussi et surtout à comment tu as accompagné l'essor de notre Olympique lyonnais de manière générale. Et puis, on a eu l'occasion, grâce à la série sur Netflix sur Bernard Tapie, de se remémorer quelques moments, là aussi pas très faciles pour le football français, mais en restant très positif, en restant très léger. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque, justement? D'abord, j'ai aidé aussi dans ma carrière beaucoup d'affaires concernant le football et j'ai été dans l'affaire dite de la caisse noire des Verts, si vous voyez ce que je veux dire, de Saint-Étienne. J'étais l'avocat de Michel Platini, un des plus grands joueurs que je connaisse ou qu'on ait vu au monde et dont la carrière a été freinée puis empêchée à un moment et qui devrait être, je le dis, je n'engage que moi, le président de la Fédération internationale de football Association, si on ne lui avait pas mis en Suisse un certain nombre de pots de bananes pour essayer de le faire glisser. Ça, c'est Michel. Et pour le reste, comme m'avait amené au football le père du président de la Fédération française de football, c'est comme ça que je suis devenu l'avocat de Michel à l'époque, Fournet-Fayard, euh, et puis ensuite aussi Thiriet, qui est devenu le président de la Ligue. Je suis devenu le président de la commission juridique. J'ai refusé d'être la commission de discipline. Je suis un avocat, je ne suis pas un procureur. Et par conséquent, je connais ce milieu d'une manière complète. Et puis un jour, j'ai vu arriver à Lyon un garçon d'une trentaine d'années. Je ne le connaissais pas lui, je connaissais son père, dont j'étais l'ami lorsque j'étais maire de Villiers-Morgon au début des années 70, dans les années 70, qui s'appelle Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire l'homme qui a bâti à l'Est lyonnais
C'est ce qui est exceptionnel. Ce grand club, ces grandes, et qui aujourd'hui a cédé la place à un Américain. Je n'ai rien à dire aux Américains, j'aime les États-Unis. Avant de passer aux questions et au témoignage de Roger, je on peut pas partir sans évoquer deux personnages lyonnais très importants que tu as croisés. C'est Paul Bocuse et avant lui, Édouard Herriot. Alors, d'abord, on va commencer par Édouard, puisque et je suis en train d'imaginer un livre. Je voudrais écrire un livre. Vous êtes les premiers dans la confidence. Je vais piller les bibliothèques, les archives de la ville et du département sur les hommes politiques entre 20 et 40. Je suis exaspéré de ce que l'on porte comme jugement sur les gens. 20 à 40, c'est quoi? C'est 2023, 2003, 2023. C'est rien du tout. C'est un trait de lumière qui s'est allumé et qui s'éteindra à 20 ans. C'est rien. Et pendant ce temps, on a stigmatisé le comportement d'Herriot, de Tardieu, homme de droite, lui, mais de Blum, de Daladier. Parfois, le pauvre Daladier, c'est à pleurer quand on le voit à Munich avec Hitler et Mussolini et, et Chamberlain. Et Chamberlain. Et je voudrais dire aux gens et raconter aux jeunes, demain, je vais parler devant des élèves du lycée Lamache, ils vont être 70, où je vais leur parler de la fraternité, je vais leur parler de ça, en disant, à l'époque, Lénine et Staline, puis Mussolini, puis Adolf Hitler, puis Franco, encore que Franco n'a pas livré de juifs, je le dis, aux Allemands. Il a essayé de les rouler, euh, etc., etc. Salazar, je vais en oublier encore. Et par conséquent, je dis pitié, essayez de savoir comment vous feriez ou vous auriez fait à cette époque, les uns et les autres. Tirons-en des conséquences pour ce qui concerne le gouvernement des hommes. Pointe à la ligne. Voilà ce que je veux dire. Et Édouard Herriot, j'ai 20 ans. Mon papa a conduit un camion pour livrer du charbon, puis ensuite il est chauffeur de taxi. Il est le chauffeur de taxi le plus populaire et le plus connu de Lyon parce que son fils a réussi comme avocat, son fils aîné. Et là, euh, il a un copain qui est adjoint au maire pour le 5e arrondissement et qui demande à Édouard Herriot, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ce garçon de 20 ans? Il fait ses études, il est dans la faculté de droit, si on pouvait l'aider. Et savez-vous ce qu'Édouard Herriot fait? Il me reçoit et il décroche son téléphone, il appelle Pierre Mendès France. Il appelle Pierre Mendès France en 1955, fin 55, début 56. Vous vous rendez compte, ce qui me tombe sur la tête, c'est inimaginable. Voilà. Et par conséquent, je révère Édouard Herriot et je vais écrire sur lui. Je vais écrire sur ce qu'il était et ce qu'étaient les hommes à cette époque. Je raconte ça de manière un peu émue, mais c'est vrai. Ah, Monsieur Paul. Ben, Monsieur Paul, ça, c'est encore une autre histoire. Nous n'avons pas un sou, ma femme et moi. Nous venons de voir un de nos petits, c'est notre deuxième fils, qui est comédien, qui a travaillé 20 ans avec Robert Hossein, et qui est tout petit, il a 8 mois ou 9 mois, il est dans une petite maison, petite clinique pour enfants à Collonges-au-Mont-d'Or. Et nous descendons, ma femme et moi, pour aller déjeuner, rentrer chez nous et reprendre le tramway, puisque je n'ai pas de voiture, bien entendu. Et là, il y a une jeune femme qui sort d'un restaurant et je lui dis, Madame, est-ce on pourrait acheter 2 sandwichs et une bouteille d'eau? Ah, elle me dit, si, vous savez, on ne le fait pas. Et arrive un grand type beau comme un dieu qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais voilà, et ces jeunes gens, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis étudiant en droit et je vais rentrer chez Johannes Sambre, avocat à Lyon. Ah, mais c'est un ami, etc. Formidable. Allez, rentrez. Et nous sommes rentrés au restaurant, le Grand Bocuse, qui avait déjà une étoile depuis 1 an ou 2. Et il nous a fait servir à déjeuner, ma femme et moi. On n'avait jamais déjeuné comme ça nulle part.
Et quand ça a été fini, il est revenu, il m'a dit c'était bon, il dit c'était bien, mais quelle est l'heure de plonge? Et, et il m'a dit non, vous allez revenir souvent. Et donc, euh, je suis resté ami avec lui, puis je suis devenu un de ses avocats, puis nous avons même plaidé, bon, enfin, contre McDonald's qui avait publié une photo dans toute l'Europe au moment de Maastricht, où l'un des chefs de Paul disait il y avait une bulle, c'est une merveilleuse photo, et qui disait McDo is the best. Voilà. Bon, on a obtenu dans une transaction une somme importante qui a été donnée pour constituer le départ de l'école d'Écully pour fabriquer de jeunes cuisiniers, etc. Voilà, c'est toute une vie. Donc, oui, Dieu existe, parce que sinon, je ne serais pas là. Avant de passer la parole à Roger, je relève une question qui nous a été posée en amont par Sébastien Perolino, consul honoraire du Guatemala, Fort-de-France, nouveau membre du bureau de l'ICHF. Il se demande, avez-vous eu l'occasion au cours de votre carrière de collaborer avec des consuls honoraires? Si oui, dans quelles circonstances et quelles impressions avez-vous retirées de ces expériences? Alors, bien entendu, dans la vie que j'ai menée et les, les postes qui m'ont été confiés, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, d'ambassadeurs, mais je dois dire, j'ai un souvenir en particulier à Los Angeles de ce qu'est le consul. Et moi, pour moi, vous ne me ferez pas. Je suis, par exemple, j'ai une amie dont le père était avocat à Lyon et qui a été la première femme en France ambassadrice, c'est Sylvie Berman, qui a été ambassadrice à Pékin, à Moscou, à Londres, où elle a terminé sa carrière et s'est occupée de l'ONU aussi. Et à partir de là, je dis toujours, c'est bien les ambassadeurs. Il y a des gens tout à fait exceptionnels et qui nous rendent des services considérables. Mais moi, je ne suis jamais passé autrement que par les consuls. D'abord parce qu'eux, ils savaient ce qui se passait sur le terrain. Et donc, il y avait les consuls toute nature. Je pourrais en citer une foultitude pendant ces 40 ans de vie publique ou 50 ans, je ne sais plus. C'est évident. Voilà, donc euh, je suis très, très attaché à notre représentation dans le monde. Euh, j'ai eu, je vous l'ai dit, j'ai eu des collaborateurs, j'en ai un qui était gabonais, j'ai le fils d'une Sénégalaise, mais française, dont le grand-père, sénégalais, toujours au Sénégal, lui, euh, euh, était dans les corps francs français. Il faut savoir qui c'est des gens exceptionnels. Donc pour moi, c'est mes frères. Moi, je ne sais plus quelle est ma couleur de peau. Je crois que je suis tout. D'ailleurs, entre nous, ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais tout à l'heure, ma belle-sœur m'a téléphoné. Qu'est-ce que vous dites, votre belle-sœur? Ma belle-sœur, c'est la femme de Jean Djorkaeff, l'ancien international, le père de Yuri. Et le nombre de fois où on me prend pour le frère de Tchouki, de Jean Djorkaeff, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas si une de mes arrière-arrière-grand-mères a été poussée euh, dans, dehors par ou dedans, par un Arménien, je ne sais pas. Mais je dois avoir quelque chose d'asiatique un peu, puisque je lui ai demandé, lui, il était arménien de l'autre côté de l'Oural. Bon. Et ben moi aussi. Voilà. Je suis désolé de raconter ça, mais j'ai l'impression que je suis dans l'intimité et c'est pour ça que je le raconte. Ça n'est pas une bêtise. Si vous demandez au Djorkaeff qui est André, eh bien Marie, la femme de Jean, vous dira c'est le frère de mon mari. Voilà. Le consul à Los Angeles, c'était Bernard Millet. Oui. Voilà. Je profite d'ailleurs pour t'offrir, parce que c'est ton anniversaire, l'ouvrage qui s'appelle Le consul honoraire Rôle et mission, sous la direction d'Anne-Marie Goussard, qui est sorti en 2019
aux éditions L'Harmattan, dans lequel tu vas retrouver, toi qui adores les trajectoires et les parcours, tu vas retrouver dedans les parcours de 20 consuls honoraires, les raisons pour lesquelles ils ont été nommés, pourquoi ils avaient choisi ce pays, pourquoi le pays les a choisis. On a plein de trajectoires différentes, des gens qui ont traversé les pays d'un point de vue humanitaire, économique, culturel, etc. Donc, nous te l'offrons. Il est dédicacé par Anne-Marie. Merci, merci beaucoup. Je vais le lire parce que je suis un malade de lecture. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, demain, je vais le dire à 70 élèves, lisez. Après, regardez la télévision si vous avez un bon match de foot. Roger, je te donne la parole. Et Tu veux présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. bien, je me présente rapidement. Je suis Roger Forneris. J'ai vécu 8 ans au Kosovo, euh, où j'ai rencontré une personne que vous avez osé citer tout à l'heure, qui est Yvette Nicolas, qui m'a été recommandée par Anne-Marie Camparini. Et je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Et à tel point que Yvette Nicolas et toute sa délégation occupaient la maison que j'avais au Kosovo. Et le soir, on refaisait un peu l'histoire française. Donc, c'était l'anecdote que vous aviez évoquée lors de votre intervention, quand vous avez évoqué la vie de Raymond Barre. Par contre, avant d'aller un peu plus loin, je souhaitais vous transmettre toute la reconnaissance et l'honneur de vous entendre parler du Kosovo, une reconnaissance de l'ambassadeur du Kosovo à Paris, Monsieur Mehdi Halimi, qui me mandate pour vous transmettre son amitié, ainsi que Madame Katrina Ibishi, qui est la secrétaire générale de l'Association des professeurs de français à Pristina. Il devait être en direct ce soir de Pristina. Malheureusement, la technique n'a pas suivi. Je ne sais pas si Katrina nous entend. Elle devait normalement nous suivre par son téléphone, mais j'en suis pas sûr. Néanmoins, vous avez évoqué la rencontre du Gandhi des Balkans, le Gandhi des Balkans qui était Ibrahim Rugova, président, un homme qui a été diplômé de la Sorbonne à l'époque. Et vous avez eu une petite anecdote tout à l'heure, je voulais vous inviter à l'évoquer, puisque vous m'aviez fait la confidence, vous aviez une partie du Kosovo chez vous, dans une petite boîte. Et je vous en remercie parce que euh, quand j'ai parlé de votre intervention ce soir aux autorités de Pristina, j'ai ressenti vraiment une résurrection du président Ibrahim Rugova parce que avoir encore dans ce monde des amis d'Ibrahim, c'est un collector. Ce soir, vous nous faites vraiment l'honneur d'avoir évoqué le Kosovo comme vous l'avez ressenti. Et aussi grâce aussi à Yvette Nicolas qui m'a expliqué ce qu'elle avait fait à l'époque du conflit. Toutes ces personnes m'ont demandé de vous souhaiter un bon anniversaire et puis un franc succès pour votre livre, même que cette conférence, entre parenthèses, sera diffusée dans la chaîne de télévision RTK à Pristina, qui est la chaîne la plus importante du pays. Et Madame Katrina Ibishi m'a proposé ce soir, avant que la conférence commence, si vous le souhaitez, votre livre pourra être traduit en albanais. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. Et j'aurai l'occasion certainement de vous revoir parce que j'ai des choses à voir avec vous. Mais vraiment, ce soir, vous avez été euh, remarquable de franchise, de vérité. Et je pense que Lyon peut être très fier d'avoir un avocat, un maître que vous êtes. Merci de votre écoute. Très, très touché. Euh, je souffre quand j'entends dire que le Kosovo peut être menacé ici ou là. J'irai à Pristina et je veux aller
sur la tombe d'Ibrahim. C'est mon devoir, c'est pas du tout pour aller me promener. Voilà, merci beaucoup et saluez Monsieur l'ambassadeur lorsque vous le verrez avec respect de ma part. Voilà. Merci. Merci Roger. Eh bien, c'est le moment de prendre les questions de l'assistance. Levez la main. Alors, je Sinon, vais commencer. Marie aura certainement- Voilà, Alors, je vais nous peut-être t'écoutons. commencer. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Justement, par rapport à votre l'expérience qui est la vôtre et la connaissance de l'Afrique qui est la vôtre, comment réagissez-vous à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique francophone, notamment au Niger, mais aussi au Mali, au Sénégal et ailleurs? Je ne suis pas un adepte de la contrition, ce qui, de temps en temps, me vaut quelques discussions. Mais on ne peut pas parler de la France et de l'empire méditerranéen, si j'ose dire, en excluant l'autre côté de la rive. C'est toujours ce qui m'a impressionné. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Je sortais de chercher mes journaux, car je vais toujours acheter mes journaux papier. Voilà, je ne vais pas sur l'ordinateur. Et il y a dehors une dame qui m'a arrêté, qui m'a dit, je suis heureuse de vous voir. Ah bon? Une vieille dame. Ah bah, les jeunes dames viennent moins me voir, mais celle-là, charmante, me dit, vous ne me reconnaissez pas. J'ai dit, je crois me discerner, mais je sais pas. Elle était ancien ministre de la Santé, tenez-vous bien, d'Habib Bourguiba. Et Habib Bourguiba, j'ai connu le président, j'ai connu Bibi, son fils, qui était ambassadeur à Washington. Et nous avons parlé donc de ce qui peut se passer en Tunisie et ailleurs. Et l'Afrique noire, enfin, c'est les Français qui ont une responsabilité, les Anglais aussi. Mais les Anglais ont toujours été plus marioles que nous, si vous me permettez, à mon avis. Euh, ils ont résolu un certain nombre de leurs problèmes, bien que parfois avec quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire quand on parle de l'Inde, par exemple. Mais nous n'arrivons pas à nous désempêtrer. Il faut qu'il y ait une génération qui se lève et qui dise, c'est comme ça. Moi, j'ai un collaborateur dont la maman est originaire du Sénégal. Ça va être un très grand avocat français. Il n'entend pas, je ne tiens pas à lui dire pour le moment. Il faut d'abord qu'il soit encore meilleur. Mais c'est évident que nous avons un rapport direct avec l'Afrique, nous les Européens, et singulièrement les Français. Les Français, c'est évident. C'est la rue d'en face. Et encore une fois, je parlais d'un garçon qui a succédé à mon fils un temps, mon fils aîné, qui fut avocat à New York, qui était chez Sullivan et Cromwell. Il a fait toutes ses études aux États-Unis, etc. Et un jour, il m'a amené un jeune noir, né à Lambaréné, Norbert Icial, auquel j'ai dit, mais pourquoi vous n'aimez pas, c'est ça la discussion, ce que je disais peut-être déjà tout à l'heure en partie, euh, pourquoi vous n'aimez pas le pasteur Schweitzer? Mais il dit, mais attendez, je suis catholique, il est protestant. Et nous avons éclaté de rire au Gabon. Mais je vous parle du Gabon d'il y a 40, 50 ans, 60 ans. Bien. Et à partir de là, l'Afrique, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des autres. Il ne faut pas fuir. Et ça ne sert à rien de dire il faut que ce soit l'ONU ou les autres organisations internationales qui règlent la question. Non, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Point à la ligne. Excusez-moi, je m'échauffe hein, là. Et Anne-Marie, tu avais une seconde question? Ben, la question aussi d'actualité, c'est sur ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Gaza, puisque vous avez aussi bien connu cette période-là, cette
partie du monde. Comment analysez-vous et comment réagissez-vous? Quelle devrait être la position des pays occidentaux? L'ami d'Israël depuis toujours. J'ai eu la chance, tout jeune, donc tout jeune, quand on n'a pas 30 ans ou à peine 30 ans, euh, de déjeuner avec Pierre Mendès France et Shimon Peres. C'est pas rien. Euh, et il faudra bien que je l'écrive et le raconte. Et par conséquent, mais je pense qu'on a loupé tellement d'occasions. Il faut un État palestinien. Je ne suis pas sûr que tous les États arabes, euh, quelle que soit leur religion, musulmans certes, mais lesquels euh, soient d'accord pour qu'il y ait un État palestinien. Mais il est indispensable de s'y mettre. Euh, alors, on peut gémir, on peut crier, on peut condamner, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien entendu que je suis du côté de, non pas de l'assaillant toujours, mais de celui qui est assailli. Je ne sais pas et je lis tout ce que l'on peut lire. Je vais même vous faire une confidence. Jamais je n'aurais dû vous parler ce soir. Pour une raison simple, je devais prendre l'avion lundi dernier, ce lundi, pour Tel Aviv, pour un congrès international sur les machines, jusqu'à vendredi matin où nous rentrions, bien sûr, puisque je ne suis pas juif et par conséquent, je ne participais pas au Shabbat. C'est vous dire. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette autour de la table, partout, partout. Et puis, les problèmes se régleront un jour ou l'autre. Écoutez, qui pouvait imaginer que l'Union soviétique, avec tout ce qu'elle a emporté, allait se faire jeter de l'Afghanistan? Ça prouve bien que les peuples, ça existe aussi, et qu'ils ne sont pas toujours du bon côté. Très bien. Eh bien, parlons. Si on ne se parle pas, on se tue. Merci beaucoup, André. C'était passionnant. Et si nous en avait vraiment encore plus de temps, on y sera encore. Mais on va surtout aussi te laisser fêter ton anniversaire, j'imagine. J'ai des copains qui m'attendent Voilà, avec des bouteilles. exactement. Anne-Marie, je te laisse le mot de la fin. Vous allez Non, peut-être ça, nous parler de temps. alors, simplement pour vous remercier pour ces échanges et ces anecdotes qui ont éclairé d'un jour un petit peu personnel et humain un certain nombre de grands moments de notre histoire. Ben, écoutez, simplement vous donner rendez-vous aux prochaines visios de l'UCHF, donc les prochains mercredis. On vous confirmera nos invités, mais on va être dans l'actualité vraisemblablement avec l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, dont Pierre est le pharmacien, donc ça va nous simplifier la vie. Et puis, côté un petit peu, donc je parle de Bernard Millet, qui a aussi plusieurs casquettes, hein, notamment celle d'avoir été le patron de la SACEM. Et puis, après ou avant, donc on ne sait pas dans quel ordre, on aura une vision un petit peu plus militaire avec le général Yakovlev, Michel Yakovlev, qui pourra aussi donner de la vision, non seulement sur ce qui se passe en Ukraine, mais aussi en Israël, en Afrique. Et donc, des sujets qui seront dans l'actualité pour nos prochaines visios. On vous tient au courant puisque l'ordre des deux n'est pas encore arrêté. Encore merci à tous. Bon anniversaire, Monsieur Soulier. Profitez bien de vos amis et de votre famille. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Je ne me suis pas remis de la mort de ma femme il y a 4 ans et 2 mois, et puis je n'ai pas envie de m'en remettre. J'ai lu cet après-midi une superbe phrase de Goethe. Peut-être l'apprécierez-vous. La vieillesse, c'est se tenir à l'égard des grandeurs apparentes. Vive Goethe! Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. À très bientôt. Au Bertrand? revoir.